Ça y est, on peut y aller. C'est tout bon? Ouais, pour moi, c'est bon. C'est tout bon. Ok. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de est-ce que le surnaturel, il peut faire l'objet d'une enquête scientifique? Donc on va parler un petit peu, on va prendre l'angle en fait de ce qui s'est passé aux États-Unis sur la question de l'enseignement de faits surnaturels ou religieux au sein des écoles qui a donné lieu à tout un tas de procédures juridiques. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il faut entendre par surnaturel. Est-ce qu'il y aurait une méthode qui permettrait de distinguer des pratiques qui se voudraient à la fois scientifiques et à la fois inclure des processus surnaturels? Et on parlera du naturalisme méthodologique, dont vous avez eu à lire un article. Alors, on va commencer par un petit peu de contexte. Déjà, en 1925, ça commence plutôt bien, puisque vous avez le State of Tennessee v. John Thomas Cobb, qui est une affaire, une procédure juridique, et qu'on a appelé un peu de manière mignonne le Scop Monkey Trial. Il faut savoir qu'à cette époque, au Tennessee, il y avait un acte qui avait été fait par cet État et qui nous disait que c'est un acte prohibiting the teaching of the evolution theory in all the university and all other public schools of Tennessee, which are supported in whole or in part by the public school fund of the state, and to provide penalties for violation thereof. Donc, vous voyez que c'est une loi quand même assez vigoureuse quand même, puisqu'elle prohibe l'enseignement de la théorie de l'évolution, qui pourtant à cette époque était plus que jamais florissante en sciences. C'était le moment de la théorie synthétique de l'évolution. Enfin, on a vraiment quelque chose de très très actif. Et vous avez une association qui s'appelle l'American Civil Liberty Union qui veulent faire abolir cette loi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont faire un truc très simple. Ils vont passer une petite annonce dans le journal et ils vont demander à un prof de bio courageux ou courageuse de clamer publiquement qu'il enseigne la théorie de l'évolution. Et donc, on a ce fameux John Thomas Cobb, un très jeune prof de 22 ans, ou 24, je ne m'en rappelle plus trop, qui va dire « Ok, moi, ça me va ». Et il clame haut et fort qu'il enseigne la théorie de l'évolution. L'État du Tennessee porte plainte contre lui. Et l'enjeu, ici, va être essayer de faire abolir cette loi en montrant qu'elle est anticonstitutionnelle. Malheureusement, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, en fait. L'affaire est perdue. L'enseignement, il va devoir verser 100 dollars d'amende. Bon, ce n'est pas énorme. Mais par contre, le bénéfice, quand même, a été assez élevé parce que cette affaire de local, elle est passée nationale et presque internationale. Ça va faire énormément de bruit. Et ça va poser le problème de cette question-là, de prohibition de l'enseignement de l'évolution ou parfois même d'obligation d'enseigner des creation science. Si jamais ça vous intéresse, il y a un très bon film, un peu long, mais une sorte de film documentaire qui s'appelle Procès de singe et qui retrace un petit peu, je crois que c'est 9 jours de trial, c'est très long, avec plein d'experts. Mais ça ne va pas en rester là. Ça ne va pas en rester là parce qu'en 82, ça recommence. En 82, vous avez l'affaire McLean v. Arkansas Board of Education. Et là, les choses sérieuses commencent à arriver, puisque, donc du coup, à cette époque-là, vous aviez une loi là-bas en Arkansas qui disait c'est la Balanced Treatment for Creation Science and Evolution Science. Et du coup, c'était une loi qui obligeait l'enseignement de la Creation Science dans les écoles publiques comme une théorie et légitime concurrente à la théorie de l'évolution. Et il faut savoir que ça va être le premier procès, à ma connaissance en tout cas, il y en a peut-être déjà eu avant, où on va prendre des philosophes des sciences comme experts. On va vouloir l'expertise des philosophes des sciences parce qu'on veut savoir si ce qu'on appelle creation science c'est une science ou non. Et là, vous voyez que vous avez un problème très pragmatique pour savoir si c'est une science ou non, parce que si on peut considérer ça comme une science, dans ce cas-là, l'acte qui forçait l'enseignement de la creation science n'est pas anticonstitutionnel. Mais si on caractérise ça comme de la religion, on caractérise ça comme quelque chose qui viendrait enfreindre la liberté de penser, la liberté des croyances, et qui serait juste ni plus ni moins une forme d'imposition de vues religieuses dans les écoles. Alors, durant ce trial, ça va être le philosophe de la biologie, Michael Ruse,
D'ailleurs, donc je vous recommande chaudement les écrits. Il a écrit sur à peu près tout ce qu'il y avait de transversal à la biologie, en passant par l'éthique, en passant par le statut des théories en biologie. Bref, c'est toujours excellent à lire. Et à la fin du jugement, ils vont relever 6 caractérisations de ce qu'on appelle les creation science et 6 de la théorie de l'évolution. Les 6 de la creation science vont être les suivantes. C'est qu'elle implique que c'est la création soudaine de l'univers, de l'énergie et de la vie à partir de rien. C'est une mutation et une sélection naturelle qui sont insuffisants pour venir expliquer la vie. Les changements fixes et limités du vivant, les ancêtres distincts pour l'homme et les singes, une explication de la géologie de la Terre par le catastrophisme, c'est-à-dire qu'il y a un moment où des choses non naturelles sont arrivées pour créer l'environnement géologique dans lequel on vit aujourd'hui, et une création relativement récente de la Terre et du vivant. Alors là, il y a des débats entre eux, des fois c'est 3000, 5000 ans, ça dépend de la lecture des livres religieux. Attends, juste un truc. Le catastrophisme, c'est pas plutôt la théorie selon laquelle il y a eu plusieurs vagues d'extinction des animaux? Oui, c'est lié à, par exemple, il y a eu des déluge. Alors si, Oui, c'est ça. Oui, Ça, c'est lié à cette affaire-là, ouais. Tout à fait. C'est juste pour dire qu'en fait, c'était une vraie théorie à un moment scientifique qui n'était pas juste religieuse. L'idée que quand on a découvert les fossiles, une des théories qui s'est développée, c'est qu'il y avait eu plusieurs successions d'extinctions massives. C'est pour ça qu'on trouvait des fossiles dans le monde. Bon, c'était. Du coup, c'est aussi lié aux lois de la géologie dans le sens où il semblerait, enfin aux lois de la géologie, il semblerait aussi que ce soit lié à la forme des continents actuels, la façon dont ils bougent, dont ils se meuvent. Du coup, les 6 points pour la théorie de l'évolution, vous avez l'émergence de la vie à partir de la non-vie par le biais des lois naturelles, les mutations aléatoires et la sélection naturelle qui seraient suffisants pour expliquer l'émergence. Alors, on est dans une affaire juridique, là, ils ne donnent pas tous les éléments. Bien entendu, là, il faudra rajouter la fitness différentielle, les pressions de sélection, les adaptations, la dérive génétique. Mutation aléatoire et sélection naturelle suffisant pour expliquer le développement des êtres vivants. L'émergence de l'homme à partir d'un ancêtre commun avec les singes. Explication de la géologie de la Terre par l'uniformitarisme. L'idée, donc, du coup, qu'on peut comprendre le présent, le passé, à partir des lois de la géologie du présent. Et donc, ça s'oppose d'une certaine manière au catastrophisme. Et un commencement, il y a plusieurs milliards d'années de la Terre et un peu plus tard de la vie. Et donc, voilà Michael Ruse. Donc, je vais demander à... C'était... alors, mon volontaire, je suis désolé, j'ai mal écrit. Gabiche. Gabiche. Est-ce que, Gavish, tu pourrais commencer par me lire ce qui est à côté du petit n et on va continuer le dialogue. Après, moi, je ferai Michael Ruse. Ça marche. Alors, Dr. Ruse, will you please describe to the court your understanding as a philosopher and historian of science of what science is today? Well, Mr. Novik, I think the most important thing about science, if I was going to extract one essential characteristic, is that it be predominantly brought in the law. In other words, what one's trying to do in science is explained by law, whereby law one means unguided natural regularities. Alors, il mentionne, je ne l'ai pas mis pour ne pas faire trop long, les notions d'explanation, testabilité, falsifiabilité et de tentativeness. Et je vous ai mis le lien si vous voulez récupérer le transcrit, puisque ce dialogue-là, en fait, c'est ni plus ni moins que l'interrogation qu'a fait la défense durant ce procès. Donc on va continuer ce petit dialogue, si j'arrive à passer ma slide. Gavish. Does creation science rely on natural law, which you identified as the first characteristic of science? It does not. It evokes miracles. Would you explain that a bit? Well, by reading the creation science and having thought about specific examples, if you want me to, is that creation scientists quite openly and frequently talk of supernatural interventions or processes lying outside natural law. Again, this goes back to something which was being talked about yesterday,
Nobody is saying that religion is false. The point is, it's not science. Are there any examples in the creation science literature that you've read that creation science does not rely on natural law? Yeah, there are. I'm turning now to page 40 of Evolution, The Fossils Say No by Dr. Duangis. I quote, "By creation, we mean the bringing it to being by a supernatural creator." That's a capital C, by the way. Of the basic kinds of plants and animals by the process of sudden or fiat creation. I quote, "We do not know how the creator created, what processes he used for. He used processes which are not now operating anywhere in the natural universe. This is why we refer to creation as special creation. We cannot discover by scientific investigations anything about the creative processes used by the creator. I don't think you can get much more blatant than that." Donc vous voyez qu'ici, il va beaucoup pointer du doigt vraiment cette question du surnaturel, et puis comme il connaît aussi très bien en fait la littérature des creationist science, il montre clairement en fait qu'est-ce qui est réellement au cœur de leurs affirmations. Ah oui, il nous reste un tout petit bout. As a philosopher of science, what do you make of that statement? Well, it's certainly not science. Conclusion de Michael Ruse sur cette question. Et effectivement, le verdict du juge Overton va aller en ce sens. La creation science n'est pas de la science. Et alors là, ça va faire beaucoup jaser des philosophes, dont Laudan, on en a déjà parlé, puisque le juge va donner une sorte de liste de caractéristiques qui, selon lui, sont essentielles à la science et qui viennent fonder son jugement pour dire que les creation science ne sont pas de la science. Il va nous dire qu'elle est guidée par des lois naturelles, elle doit être explicative par le biais de lois naturelles, elle est testable contre le monde empirique, ses conclusions sont des tentatives, elles ne sont pas définitives et ça doit être falsifiable. Il faut bien noter, contrairement à ce que parfois a pu laisser penser Laudan, que ce ne sont pas une liste qu'aurait proposé Michael Ruse comme étant un ensemble de critères nécessaires et suffisants, simplement comme un ensemble d'éléments qui permettent à minima de caractériser ce que c'est que la science et qui, dans le cas de ce procès, permet en tout cas de dire que la creation science n'est pas une forme de science. Mais nos chers créationnistes ne vont pas s'en tenir là, puisque vous voyez que ça passe plus trop vraiment l'idée de la creation science, puisqu'en plus, on fait appel à des choses qui paraissent absolument pas vraisemblables. Une Terre qui aurait existé depuis 5000 ans, aucune descendance commune avec les grands singes. Bref, ils commencent à perdre en crédibilité et ils vont revenir en fait par la porte de derrière, d'une certaine manière. Ils vont revenir déguisés de façon encore plus subtile. Alors, c'est pas comme ça qu'ils vont se présenter, bien entendu. Si j'étais complètement charitable, je dirais juste que vous avez un ensemble de personnes complètement convaincues de ce qu'ils disent, et vous voyez la naissance en fait de l'intelligent design. Et donc, ça nous amène à notre affaire Kitzmiller v. Dover Area School District, où vous allez avoir Pennock, justement, et dont vous avez lu l'article qui va être interrogé en tant qu'expert, et Barbara Forrest. Et donc, cette affaire, elle commence parce que l'école publique du district de Dover va ajouter au sein de l'enseignement de biologie l'intelligent design comme une alternative à l'évolution. Et le manuel que vous voyez là, le manual of Pandas of People va être proposé comme un manuel de référence pour enseigner l'intelligent design et qui, en fait, est un manuel qui comprend plein de détails techniques sur les voies métaboliques, sur le fonctionnement génétique, la biochimie, mais qui, à chaque fois, ramène l'idée qu'il se pose en tant que concurrent de la théorie de la sélection naturelle et qu'on peut expliquer ces phénomènes autrement. Et juste petit détail, anecdote marrante, donc je vous ai mis tout ça pas spécialement pour que vous les lisiez, mais dans le cours précédent, Florian justement notait que ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce manuel, à la base, c'est un manuel de création, de creationist science. En fait, là, j'ai retrouvé quelques extraits, et vous voyez que par exemple, en 83, c'est un manuel creation biology, donc il nous parle des voies métaboliques et que, en fait, la création expliquerait tout aussi bien, voire mieux,
que l'évolution. Ensuite, il change un peu de nom, mais il a toujours des références au créationnisme. À partir de 87, vous avez la première édition of Pandas and People. C'est encore une version créationniste, mais dès la seconde édition, très peu de temps après, vous voyez par exemple dans la ligne tout en bas, Evolutionists think the former is correct, design proponentists accept the latter view. Vous avez cette fois-ci les fameux défenseurs de l'intelligent design et le mouvement est lancé. C'est parti, ça paraît tout de suite plus scientifique et vous allez avoir des défenseurs qui viennent même des sciences. Parce que justement, je vais vous en présenter quelques-uns. Je vous montre juste la conclusion avant le développement, parce que c'est le développement qui vous intéressait. Le jugement va rendre son verdict. Le juge va dire que ce n'est pas de la science, que l'intelligent design est une religion déguisée, et que donc il n'a rien à faire dans l'enseignement scolaire. Alors on va essayer d'être charitable. Je vais essayer de vous présenter de la manière la plus solide possible quels peuvent bien être les arguments des personnes qui défendent l'intelligent design. Je vous donne d'abord une petite définition. Selon eux, l'origine de la vie ne peut pas être expliquée que par le biais d'une cause qui est intelligente. Et après, ils se rétractent. Ils disent, par contre, je ne sais pas, c'est une cause intelligente, mais Dieu, que sais-je, que sais-je. On va appeler à la barre, alors pas tout de suite en fait. Avant d'appeler à la barre un des grands défenseurs de l'intelligent design, je vais vous présenter l'argument de la specific complexity, qui à la base est un argument qui sert à essayer de tracer une limite entre le vivant et le non-vivant, et qui pourrait permettre de mieux comprendre l'évolution des premiers organismes. Et donc vous avez ici Leslie Orgel, qui a écrit un livre sur l'origine de la vie, molécules et sélection naturelle, et il nous dit les organismes vivants se distinguent par leur complexité spécifique. C'est le concept avancé, la complexité spécifique. Les cristaux, par exemple, sont généralement considérés comme des prototypes de structures simples, c'est-à-dire que vous n'avez pas un grand nombre de molécules très différentes, c'est facile à comprendre, et bien spécifiées, ils sont bien ordonnés, car ils sont constitués d'un très grand nombre de molécules identiques, emballées ensemble de manière uniforme. Par contre, un morceau de granit, c'est différent. C'est un exemple de structure complexe, mais non spécifiée. Et il conclut, les cristaux ne sont pas considérés comme vivants parce qu'ils manquent de complexité. Les blocs de granit ne sont pas considérés comme vivants parce qu'ils manquent de spécificité. Et de manière tout à fait ironique, cet argument va être réutilisé en faveur de l'intelligent design. Donc là, je vous présente Dembski, qui est encore aujourd'hui un très grand défenseur et lobbyiste en intelligent design. Il a écrit beaucoup de livres sur la question qui se vendent très bien. Et donc, il reprend cette idée de specified complexity. Et il nous dit on peut parler de complexité spécifique dans un système. Alors, est-ce qu'elle peut être décrite au sein d'une configuration qui affiche une grande quantité d'informations complexes et spécifiées, ayant une faible probabilité d'advenir? Donc là, il introduit l'idée de probabilité. Il donne un exemple. Une seule lettre de l'alphabet est spécifiée sans être complexe. Une longue phrase de lettres aléatoires est complexe sans être spécifiée. Un sonnet shakespearien est à la fois complexe et spécifié. Et selon lui, d'après ses calculs, un système complexe et spécifié, contenant de l'information complexe et spécifiée, a une chance sur 10 puissance 150 d'arriver, ce qui en probabilité est une chance quasiment nulle. Et selon lui, ce serait un argument fort pour dire, bah, vous voyez, il ne peut y avoir qu'un designer intelligent qui est venu créer ce type d'information. Ce n'est pas possible autrement. Maintenant, je vous présente Michael Behe. Lui sera directement présent dans l'affaire Kitzmiller. Il va faire partie des experts interrogés pour défendre l'intelligent design. C'est un biochimiste, c'est ça qui est d'autant plus frappant en fait dans cette affaire, c'est que cette fois-ci on a des scientifiques qui viennent affirmer quelque chose. Et là le juge, justement, il doit trancher. Est-ce que qui est en train de, qui a raison dans cette histoire? Qui fait vraiment de la science et qui n'en fait pas? Son argument, c'est l'argument de l'irreducible complexity. Et il nous dit, on qualifie un système comme ayant une complexité irréductible parce qu'il est composé de plusieurs parties en interaction bien coordonnées et qui contribue au fonctionnement de la fonction de ce système et dans lequel la suppression de l'une des parties entraîne la cessation effective de son fonctionnement. L'exemple typique, c'est celui d'une montre.
dont chaque pièce contribue à la fonction totale. Et si vous n'en enlevez ne serait-ce qu'une seule, eh bien, vous n'avez plus la montre ne peut plus assurer sa fonction. Lui, il prend un exemple un peu plus simple. C'est l'idée du piège à souris. C'est en plusieurs pièces. Il y a une base, une prise, un ressort et un marteau. Et ils doivent tous être en place pour que la souricière fonctionne. Et l'enlèvement d'une seule pièce, ça détruit la fonction de la souricière. Et l'argument arrive, c'est l'idée que la sélection naturelle est insuffisante pour créer des systèmes irréductiblement complexes, car la fonction sélectionnée n'est présente que lorsque toutes les pièces sont assemblées. On revient en fait à un vieil argument, l'idée que si vous avez une tempête, ce sera extrêmement improbable que vous arriviez à former, par exemple, une horloge, une maison ou une cathédrale. Et le dernier, que vous retrouverez plus rarement, qui existe quand même, mais c'est un argument qui est plutôt à la base souvent utilisé pour la création de l'univers, pour son histoire, mais certaines personnes l'utilisent pour défendre l'intelligent design. Vous avez par exemple cet astronome, Guillermo González, et c'est l'argument du fine-tune universe, et il nous dit, si les constantes physiques fondamentales, et si les forces relatives, les 4 forces élémentaires de l'univers, interaction nucléaire forte et faible, gravité, électromagnétisme, entre les particules élémentaires étaient ne serait-ce que très légèrement différents, l'univers aurait été totalement différent. Et les éléments chimiques fondamentaux qui permettent la vie, ils n'auraient jamais pu advenir. Et or, c'est le constat, l'univers est incroyablement bien réglé, fine-tuned. Et donc, l'intervention d'un designer intelligent est nécessaire. Là, on a fait un peu le tour. C'est généralement, c'est 99% du temps, ces arguments qui sont avancés. Alors, Madame Barbara Forrest, aka Céline, je vais vous poser une question. And what do you mean by that pragmatic naturalism? Well, we'll take the pragmatic part first. That reflects an American school of philosophy, pragmatism. And for Dewey and Hooke, as they understand it, it means that an idea is tested by whatever it helps us resolve a situation of doubt or uncertainty, or helps us solve a problem. And one of the things that they noted was that the pattern of inquiry that are part of the everyday process of answering questions, resolving uncertainty, or solving problems really matched the processes that are used in science. So those patterns of inquiry were not invited in science, but they were used very effectively, very systematically in science. Those patterns of inquiry call upon the cognitive faculties that human beings have. And because they do, those faculties don't reach beyond the natural world into the supernatural world. So the conclusions that we reach about the world are naturalistic, hence the pragmatic naturalism part. Merci beaucoup. Et donc là, encore une fois, vous avez un transcrit de ce procès-là. Je vous ai remis le lien en dessous. Vous avez, je crois, ça s'est élevé comme 9 heures de discussion. Ça vous fait une sorte de dialogue socratique inversé, finalement, puisque vous avez les non-philosophes qui poussent les philosophes à essayer dans leur dernier retranchement théorique. Donc là, vous voyez vraiment, donc là, c'est de la pragmatique naturalisme assez proche, en réalité, de ce que vous avez pu lire dans l'article de Pennock avec cette idée de naturalisme méthodologique. Et vous voyez que là, on appelle à une forme de rejet du surnaturel par le biais de nos facultés cognitives, par le biais du fait que ce seraient des choses qui seraient en dehors du monde naturel, et donc de ce qui serait testable. Et si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de précision sur cette position, ainsi que un peu une sorte de vulgarisation de la position de Hume quant à l'existence des miracles, vous avez un article de cette philosophe dans le livre qu'on vous conseille, dont on se sert souvent dans ce cours, celui-ci. Et vous le retrouverez dedans, dans ces articles. Je peux le mettre en ligne, je mettrai ce chapitre-là en ligne dans la soirée, comme ça vous n'aurez pas besoin de le chercher. Parfait. Du coup, Céline, je vais te redemander de refaire un bout de dialogue. Moi, je vais faire le questionnaire, je vais faire Robert Pennock.
Et donc, is there a name or term of art for this rule of science that it must look for natural explanation for natural phenomena? Scientists themselves may not use the term. This is something that philosophers of science use, but the term is methodological naturalism. And the idea is that this is a form of method that constrains what counts as a scientific explanation. Merci, Madame Pennock. Grand plaisir. Donc maintenant, on va essayer de voir. Alors, du coup, on va rentrer dans le détail de ce que c'est cette histoire de naturalisme méthodologique. Pour construire mon cours, alors déjà, je vous remercie pour toutes vos questions. Alors, elles ont été assez nombreuses, pertinentes et intéressantes, parfois longues. Et pour le bon suivi du cours, j'ai pris la décision en fait d'en faire des sortes de résumés, en espérant ne pas avoir tordu ce que réellement vous vouliez poser comme question. Mais j'ai gardé l'original en petit et en italique en bas. Comme ça, on va aussi gagner du temps. Et j'ai reconstruit un peu le cours sur la base de ces questions et j'ai essayé de les intégrer en fait au déroulement de ce que je vais raconter. Donc la première question, du coup, c'est est-ce que le critère de démarcation, est-ce que ce ne serait pas une notion primitive et indéfinissable? Parce qu'effectivement, on dirait que, ah oui, mais du coup, on a une méthode scientifique et puis en fait, de manière presque a priori indéfinissable, on exclut le surnaturel, c'est comme ça. Eh bien, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce naturalisme méthodologique. En ce qui concerne son contenu, eh bien, vous avez l'idée que ça soutient que comme principe de recherche, vous devez considérer l'univers comme un lieu structuré, ordonné par des processus naturels uniformes, que seulement des causes physiques peuvent produire des causes et des effets physiques, c'est l'idée du principe de clôture, du domaine physique, et que les scientifiques ne peuvent pas faire appel au miracle ou autre intervention surnaturelle qui brise cet ordre présumé. Est-ce que c'est une notion primitive du coup? Non. Il s'agit simplement du cadre pratique dans lequel évoluent les sciences expérimentales. Et alors du coup, quelle démarcation ça propose? Eh bien, ça propose cette démarcation-là, si on veut rendre vrai ou faux le contenu d'une théorie ou d'une hypothèse faisant appel au surnaturel, cela ne sera pas possible par le biais de la méthode scientifique. Est-ce que c'est un critère nécessaire et suffisant? Il s'agit simplement d'un critère nécessaire. D'ailleurs, Pennock passe son temps à le répéter dans l'article, critiquant au passage souvent Lodan qui misinterprète un peu sa position, en disant « je ne propose pas un critère ultime qui démarquerait totalement ce qui est de la science et ce qui ne l'est pas, simplement il s'agit d'un contenu minimal qui permet ici de démarquer l'intelligent design et le religieux et le surnaturel de la méthode scientifique et du domaine des sciences. » Alors justement, j'ai eu cette autre question-là. Est-ce que le naturalisme méthodologique permet de distinguer les sciences des pseudosciences, comme par exemple la lithothérapie? Et j'en profite pour en donner une deuxième. Ne présupposons pas une certaine vision du monde lorsqu'on affirme une séparation entre le naturel et le surnaturel? Est-ce que Pennock, en fait, ne soutiendrait pas que la différence entre science-religion, elle serait similaire à science et pseudoscience, mais en fait, juste cette première, elle cherche à se faire passer pour de la science? Et c'est là que ça apparaît la question de qu'est-ce qu'on doit vraiment caractériser comme surnaturel. Il insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'on doit distinguer ce qui est réellement surnaturel de ce qui ne l'est pas. On peut exemplifier la différence entre surnaturel apparent et réellement surnaturel en prenant l'histoire de la magie. C'est un exemple qu'il prend. L'article est déjà assez long, donc je pense que c'est pour ça qu'il ne le développe pas dans le détail historique, mais je pense que c'est exactement à ça qu'il pense, puisqu'il nous dit que dans l'histoire de la magie, vous retrouvez certaines personnes qui font appel à des anges ou des démons, une forme de théurgie, et la magie naturelle, qui peut sembler mystérieuse aux non-initiés, mais qui était censée reposer en fait sur des relations de cause à effet naturelles, même si aujourd'hui elles nous apparaissent ésotériques. Vous avez ici par exemple Henri Corneille Agrippa, qui a écrit un des ouvrages qui influencera énormément l'ésotérisme et l'occultisme, et qui nous dit, après son virage sceptique, lors un virage sceptique à un moment dans sa vie, où il va rejeter une partie de la magie, et il nous dit, il y a la magie naturelle et la sorcellerie théurgique. La magie naturelle, elle est réelle, selon lui. Par exemple, le plantain, c'est une plante, qui appartient au monde élémental,
reçoit ses vertus occultes de Mars et soigne la tête. Vous voyez qu'ici, il y a des choses du domaine du testable. Ça, vous avez des liens naturels. On peut voir si vraiment, par exemple, Mars potentiellement a un effet sur à quel point cette plante elle soigne. On peut vérifier, on peut tester si cette plante soigne. Et vous avez la théurgie de l'autre côté, qui est un appel pour influencer, parler, dialoguer les esprits, les anges ou les démons, pour potentiellement avoir un effet sur le monde. Et ça, ils considèrent ça comme pure superstition et impie. Et dans cette différence, vous voyez que par exemple dans la théurgie, à la rigueur, vous pouvez avoir des éléments testables, du genre quelqu'un qui prétendrait influencer un ange pour, je ne sais pas, aider une enquête ou autre. Mais par contre, il y a un élément qui est totalement non testable, c'est l'idée d'appel à des entités non matérielles, comme les anges, les démons, les esprits, ces genres d'éléments-là. Et en fait, justement, l'erreur que font certaines personnes comme Laudan, c'est qu'en réalité, par exemple, quand ils nous disent, bah oui, mais il n'y a pas besoin d'appel au naturalisme méthodologique pour rejeter le créationnisme. On montre que c'est faux, et puis voilà. La Terre, elle n'a pas été créée il y a 3000 ans. On voit bien, il y a des preuves pour marquer comment dire, une parenté avec les grands singes. Mais justement, nous dit Pennock, c'est mal connaître le contenu du créationnisme et de l'intelligent design. Parce qu'on peut très bien naturaliser leur affirmation. Et ce n'est pas ça le point le plus important. C'est pour ça qu'après les creation science, d'ailleurs, vous avez l'intelligent design. Ce qui est important pour eux derrière, c'est l'entité surnaturelle. C'est l'idée d'un divin ou d'un designer. Dans le fond, vous avez plein, finalement, de défenseurs de l'intelligent design qui vont abandonner, qui vont dire, oui, oui, c'est vrai, en fait. On voit bien que les choses ont évolué. Ce qui les intéresse, c'est l'idée du designer. C'est l'idée du surnaturel, du spirituel. Je vais redonner un autre exemple de naturalisation du surnaturel que là, Pennock détaille davantage. Il prend l'exemple du corpus hippocratique qui jetterait, selon lui, les bases scientifiques de la médecine en adoptant le naturalisme méthodologique. En effet, on retrouve dans l'histoire du traitement de l'épilepsie cet élément-là, dans le corpus hippocratique. Les hommes pensent que l'épilepsie est divine simplement parce qu'ils ne la comprennent pas. Mais s'ils appelaient divin tout ce qu'ils ne comprennent pas, pourquoi il n'y aurait pas de fin aux choses divines? En fait, ils tranchent pas à l'existence de Dieu ou pas ici. Ils tranchent simplement l'idée qu'il ne faut pas appeler à ce genre de causes et appeler à des causes plus naturelles pour essayer de comprendre. Alors après, dans l'histoire de la médecine, on voit bien, il va y avoir beaucoup d'erreurs. On va attribuer à des choses, des causes et des effets en fait qui n'existent pas. Mais vous voyez ici un premier geste d'adoption d'une forme de naturalisme méthodologique, selon Pennock. Et pour répondre à cette question de lithothérapie, j'ai créé un exemple fictif qui, pour un peu continuer d'exemplifier ce naturalisme méthodologique et de naturalisation du surnaturel. Imaginons qu'on a un cristal, le bismuth. Alors ce cristal, il existe vraiment. Il y a bien un cristal bismuth. Il ressemble bien à ça. Le reste n'est que pure invention, qui a été offert à l'homme par les anges pour soigner les maladies et la fatigue en agissant directement sur l'énergie spirituelle de l'être humain. Si on naturalise l'énoncé, bah effectivement, on va avoir une partie de testable. Le cristal de bismuth, il permet bien de soigner. Là, on précise une maladie, on l'opérationnalise, on fait des essais cliniques et permet de réduire la fatigue. Là aussi, on opérationnalise la fatigue. Il y a plein de types de fatigue différentes en psychologie et en médecine. Et on regarde si vraiment le cristal de bismuth fait ça ou pas. Mais en fait, le point important, il reposait également sur le caractère surnaturel de son fonctionnement. Les anges, les énergies spirituelles. Ces choses-là ne sont même pas infalsifiables, puisqu'en fait, elles sont tout simplement complètement non reliées en fait, à leur prétendue cause ou effet. Une autre question était, que teste-t-on quand on cherche à tester une proposition contenant une entité surnaturelle? Alors l'exemple donné par Pennock, c'est, par exemple, admettons qu'il y ait un être surnaturel omnipotent qui voulait avant tout que dans la nature, tout soit violet. En fait, on pourrait penser que l'observation ordinaire, que tout n'est pas violet dans la nature, montre que l'hypothèse est fausse. Mais si on pense comme ça, de cette manière-là, en fait, on a une compréhension naturaliste de l'énoncé. On va comprendre de manière naturaliste ce que veut dire un être, désir, nature, être,
violet. Mais en fait, que pouvons-nous dire lorsque nous traitons l'hypothèse de manière surnaturelle? C'est que la nature tout entière, elle pourrait être pourpre dans sa substance nouménale, dans son essence, indépendamment de ses accidents, comme par exemple chez les chrétiens catholiques, avec le vin qui deviendrait le sang du Christ, sans changement observable dans le miracle de l'Eucharistie. Dieu l'a voulu ainsi. Vous ne voyez pas de changement moléculaire dans le vin, bien entendu que ce n'est pas du sang, mais en fait, si, c'est vraiment du sang. Et vous voyez que là, vous êtes dans du domaine, pas forcément du coup de la mauvaise foi, selon Pennock, mais du non testable. Et là, je l'ai exemplifié avec un peu l'idée que reprennent souvent les athées un peu pour se moquer de la licorne rose invisible. Vous prétendez qu'il existe une entité invisible, mais qui est néanmoins rose. Et Pennock persiste en essayant encore plus de souligner l'importance du surnaturel dans l'intelligent design. Par exemple, donc on retrouve ainsi William Dembski, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va critiquer ouvertement la méthode naturaliste. Il a d'ailleurs écrit tout un livre dessus, The Incompleteness of Scientific Naturalism. Et il prétend que la méthode naturaliste est liée à l'athéisme, au matérialisme et au scientisme, et à l'humanisme séculier. Mais surtout, il argumente en faveur du fait que c'est incomplet parce qu'il exclut l'appel au surnaturel. Il appelle à inclure le surnaturel dans la science, William Dembski. Alors, je dis juste un mot très rapide sur cette idée des critiques de la méthode naturaliste que je n'ai pas eu le temps d'évoquer tout à l'heure. Vous retrouvez également certains philosophes qui vont critiquer ouvertement cette méthode. Donc, vous voyez que là, ici, vous avez un mathématicien, mais vous avez par exemple un philosophe de la religion qui s'appelle Plantinga, dont d'ailleurs, je pense qu'on devrait décerner le prix du plus mauvais argument contre l'évolution, tellement mauvais d'ailleurs qu'il n'est même pas repris par les défenseurs de l'intelligent design, c'est pour vous dire. Vous pouvez vous amuser à chercher ce que c'est sur Internet, c'est vraiment du domaine de pas terrible. Et il a écrit un article aussi très, très, très mauvais sur la critique du naturalisme méthodologique. Et Michael Ruse, du coup, il va se servir un peu de ça comme d'un terreau fertile, et il va écrire un très bon article qui lui permet de clarifier ce que c'est vraiment que le naturalisme méthodologique. Il parle également du naturalisme métaphysique, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est également une partie des réflexions naturalistes. Et donc voilà, pour vous montrer qu'il y a souvent ces critiques qui peuvent émaner des personnes qui défendent une forme d'accès épistémique à la religion, une forme d'accès au savoir qui ne passerait pas par des causes naturelles, mais par des processus mystiques, des processus qui défient les lois naturelles. Et donc Dembski nous dit « It is legitimate within scientific discourse to entertain questions about supernatural design. The design theorist's beef is not with evolutionary change per se, but with the claim by Darwinists that all such change is driven by purely naturalistic processes which are devoid of purpose. » C'est un claim, c'est une affirmation extrêmement forte. Et comment dire? Moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je passe à la suite. Alors oui, justement, ça aussi vous l'avez vu. Un des autres arguments de Pennock pour montrer à quel point le surnaturel est important pour certains défenseurs d'un type de science qui serait différent, c'est un article qu'il a écrit avec un biologiste dans la revue Nature. Il n'en parle pas beaucoup, c'est assez modeste de sa part, mais c'est un article qui s'appelle The Evolutionary Origin of Complex Features. C'est un article d'informatique expérimentale. En fait, l'idée, c'est de créer des robots informatiques qui copieraient un peu les propriétés très simples d'organismes très, très peu complexes et de mettre certaines règles logiques, comme par exemple, qui imiteraient la biologie. Par exemple, vous avez la mutation, la compétition, l'évolution et le fait de se répliquer, la réplication. Et en fait, ils ont fait ça pour montrer que l'argument de la complexité irréductible ne tenait pas, puisqu'avec des organismes simples au départ et même des règles
les règles que j'ai édictées, extrêmement simples, et qui est une sorte de modélisation simplifiée de la réalité, vous avez des organismes complexes qui peuvent évoluer. Et malgré ça, Pennock, il nous dit, c'est pas suffisant d'affirmer ça pour contrer l'intelligent design. Parce que vraiment leur cœur, leur point, c'est d'inclure des accès épistémiques au surnaturel, au religieux, à des choses, à des entités non matérielles, non physiques, potentiellement non mesurables. Et donc, il ne suffit pas de contrer ces arguments-là, il faut vraiment tracer cette limite qui éjecte, en fait, ces choses-là de la science. Elles n'ont rien à y faire, puisqu'en fait, par exemple, la théorie de l'évolution ne se prononce absolument pas sur Dieu, mais elle se prononce tellement pas dessus qu'elle ne se prononce pas sur son inexistence. Tout ce qu'elle dira, c'est si vous voulez dire « je pense qu'il y a un designer qui vient, comment dire, qui a créé les êtres vivants », l'évolution va vous dire bah, « en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de mes lois naturelles, comment dire, de mes hypothèses, ça suffit, j'ai pas besoin de tout ça. » Et donc la conclusion un petit peu de cet article de Pennock et de la position du naturalisme méthodologique, c'est que l'intervention de Pennock dans la Developer Natural n'était pas là pour donner une définition a priori de ce que c'est la science, ni de donner un ensemble de critères nécessaires et suffisants pour établir une démarcation. C'est absolument pas ça son point. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit un peu s'y remonter en fait contre les critiques de Laudan. En fait, le point de tout ça, c'était simplement d'identifier une des composantes principales de la science, qui est un peu en son cœur, ce qui permet son efficacité dans son histoire, et c'est l'identifie comme le naturalisme méthodologique. C'est d'identifier ce qui, dans l'intelligent design, était un appel au surnaturel, de montrer que cette évocation du surnaturel n'est pas naturalisable, de statuer que l'intelligent design n'est pas une science, ni une théorie scientifique, et que ce critère est suffisant pour statuer juridiquement qu'il s'agit de religion. Pas plus. Il n'est pas là pour vous dire qu'il a le critère ultime pour vous permettre de dire « Ah bah tiens, la lithothérapie, c'est pas une science. Ah tiens, l'astrologie, c'est pas une science. » Non, c'est juste un minima, un critère qui permet de rejeter le surnaturel. On va passer à une question suivante. Ne peut-on remplacer le critère du naturalisme méthodologique en se concentrant uniquement sur les pratiques propres à la science qui garantissent sa valeur épistémique? En fait, c'est une bonne question, puisqu'en fait, déjà, elle fait référence au cours sur Laudan, en fait, ce serait un peu l'idée. Derrière, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce critère? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste faire comme ce qu'a proposé Laudan? On abandonne l'idée d'un critère, on va regarder dans le détail, bon, l'intelligent design, bon, on se dit, voilà, ça ne remplit pas les standards qui permettent de dire que c'est une science. Donc, alors non, il ne dirait pas ça, justement, parce que ça ne remplit pas les standards qui permettent de dire que c'est vrai ou faux. Parce qu'on est sur des critères épistémiques, on n'est plus sur des critères qui permettent de dire ce qui est une science ou pas. C'est là où vous voyez que ça devient vite compliqué, la position de Laudan, parce que très vite, vous en mêlez les pattes à dire « Ah oui, mais ça, du coup, on peut vérifier épistémiquement que ce n'est pas une science. » Et puis vous dites « Ah oui, mais non, bah oui, il n'y a pas de démarcation. » Alors du coup, qu'est-ce que ça donnerait? La bonne pratique de la science versus le naturalisme méthodologique. On pourrait prendre, alors c'était dans la question de l'étudiant, plusieurs éléments. Par exemple, la prise en compte des biais. Une bonne science, ce serait quand même une science avec des gens un peu biaisés, ou en tout cas qui essaient de repérer les biais, qui s'auto-corrigeraient les uns les autres. Mais du coup, est-ce qu'une étude biaisée serait pseudo-scientifique ou serait nécessairement de la mauvaise science, ou appartiendra du domaine de la religion? En fait, du coup, voilà, c'est ça. Si on a des études biaisées, on parlera plutôt de mauvaise science. Dans le cas de l'intelligent design, ce sera peut-être plus compliqué. On pourrait très bien dire aussi qu'il faut voir l'utilisation d'outils mathématiques, statistiques ou logiques. Et bah oui, mais il existe aussi de mauvais usages de ces outils-là dans les sciences les mieux établies, ainsi que dans certaines pseudosciences. Donc si on établissait le critère de Laudan, on ne pourrait même pas dire que c'est utilisé dans certaines, c'est le cas dans certaines pseudosciences. Tout ça est vrai. Pennock, d'ailleurs, ne le rejetterait pas. Il dirait « Ah bah oui, tout à fait, c'est aussi des choses qu'il faut
repérer dans la bonne pratique de la science. Il y a une bonne pratique de la science. Et justement, à la rigueur, il dirait que ça vient que renforcer mon point sur l'idée qu'on peut distinguer la science de la religion. La mise à l'épreuve de théorie, du coup, là, on en revient finalement à la testabilité ou la falsifiabilité. Les peer reviews, alors effectivement, c'est quelque chose qui a été fait d'ailleurs. Quelqu'un, à l'époque, a regardé dans les grands journaux scientifiques à quel point était cité l'intelligent design, et vous voyez que là, la bataille, elle est vite perdue. L'intelligent design n'est quasiment jamais cité, et l'évolution, on voit bien que c'est l'effervescence, quoi. Vous avez une communauté scientifique et une production scientifique énorme pour essayer de mieux comprendre l'évolution. Et en fait, il y a aussi ce problème-là, c'est que la pratique elle-même de la science, elle ne nous montre pas exactement comment ça se trace la démarcation entre science, mauvaise science, religieux et surnaturel. Selon Pennock, vous retombez toujours à un moment ou à un autre sur la question de la démarcation. Et que juste la bonne pratique de la science n'est absolument pas suffisant dans la plupart des cas pour tracer cette démarcation. Et justement, il dirait que c'est très bien. Il dit on va revenir à cette critique-là. Il dit que justement, on ne doit pas chercher, c'est une critique un peu surréaliste de demander un ensemble de critères nécessaires et suffisants. Mais en tout cas, on peut localement faire des démarcations, et ce n'est pas un problème, et ça marche. Et il entend le montrer avec le naturalisme méthodologique. Alors justement, on revient à ça. Hein. Est-ce que finalement, Loda, son rejet de la démarcation, n'aurait pas finalement raison? Geoffrey, est-ce que dans 5 minutes, on passe à la personne d'après, ça te va? Ah, il est arrivé? Il est là, il attend de... Ok, d'accord. Il écoute attentivement. Et du coup, je finirai cette partie-là la prochaine fois. Je finis juste cette slide et je fais ma slide de transition. Ceux à qui je n'ai pas encore pu répondre, je répondrai au début du cours prochain. Je continuerai un petit peu. Juste pour finir justement sur cette critique de Lodan. Lodan, il défend l'idée qu'un critère de démarcation, il doit répondre à 3 questions. On l'avait vu la dernière fois. Quelles sont les conditions qu'un critère de démarcation doit-il satisfaire? Est-ce qu'un critère offre des conditions nécessaires et suffisantes? Quelles sont les actions et les jugements qu'impliquent que certaines croyances sont scientifiques ou non scientifiques? Et c'est ce que dit Pennock. Ces exigences sont irréalistes et déconnectées de la réalité de la pratique scientifique. Et moi, j'aime bien cette petite citation qui vous a sûrement marqué dans l'article. One need not to be able to list all the rules that distinguish baseball from softball or stickball to be able to say that someone who wants to use immaterial balls and bats and call in a supernatural pinch hitter is playing a totally different game. Quelqu'un qui invoque le surnaturel, il joue pas le jeu de la science, c'est l'idée. Showing that creationism is not science requires no more complicated notion of demarcation than that. It violates a scientific ground rules and is not even in the ballpark. Et donc, je vais arriver sur ma slide de transition. De toute façon, on avait presque terminé. Et justement, on avait une question sur quelles sont les limites du naturalisme méthodologique en tant que critère, même si alors, dans la question originale, il y avait l'idée que ça marche. Ça a quand même l'air de bien marcher. Étudiant, tu étais assez convaincu apparemment. Et effectivement, donc l'intérêt, c'est que ça permet un minima d'exclure certains éléments de l'ésotérisme, du religieux et le surnaturel du champ scientifique, si on prolongeait le débat sur le naturalisme. Parce que la question du naturalisme, c'est aussi tout un débat. Il y a plein de choses à en dire. Vous auriez des questions de comment naturaliser un énoncé, la méthodologie, la testabilité, l'uniformité des lois, la place du physicalisme, la place des lois naturelles au sein des différentes sciences. Et vous avez même des débats sur ces implications du naturalisme méthodologique. Certains pensent que ça a des implications directes dans la pratique même de la science, c'est-à-dire dans l'orientation des programmes de recherche. Ça permet de la discussion sur ce qu'implique cette méthode, par exemple, pour les liens entre sciences humaines, biologie, sciences cognitives et psychologie. Vous avez même des débats sur la méthode à adopter en philosophie quand vous êtes un naturaliste. Vous pouvez aller voir un article de Papineau de 2014 ou aller juste sur la Stanford, l'encyclopédie Stanford, à l'article naturalisme, où vous aurez plus de détails. Et les limites, justement, elles sont là, mais ça, Pennock les reconnaît,
c'est que ça dit peu de choses sur une théorie ou une hypothèse qui proviendrait de l'ésotérisme, de la religion ou de l'occultisme, qui peut être testée empiriquement. Là, par exemple, vous allez Alan Kardec, donc Clément va vous parler d'ici quelques temps, et il nous le dit dans son livre des esprits, donc c'est un des initiateurs du mouvement spirit, ou en tout cas quelqu'un qui lui a donné du corps. L'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe pensant relié au corps physique qu'il quitte, comme on quitte un vêtement usagé, lorsque son incarnation présente est achevée. Une fois désincarnés, les morts peuvent communiquer avec les vivants, ce qui va nous intéresser, soit directement, soit par l'intermédiaire de médiums de manière visible ou invisible.